Blade Runner. Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques? Un livre écrit par Philippe Cadic. Chapitre 1. Ce fut le déclic de l'orgue d'humeur situé près de son lit qui réveilla Rick Descartes. Surpris, ça le surprenait toujours de se retrouver éveillé sans préavis. Il s'extirpa de son lit, se redressa dans son pyjama multicolore et s'étira. Iran, son épouse, ouvrit alors ses tristes yeux gris, battit des paupières, puis les referma dans un grognement. « Tu règles ton Penfield trop bas, » lui dit-il. « Je vais changer le réglage. Ça va te réveiller et ne touche pas à mes réglages. » Sa voix recelait une aigreur glaciale. « Je ne veux pas être réveillé. » Il se rassit sur le lit et se pencha sur elle. « Si tu mets l'alarme suffisamment fort, » lui expliqua-t-il, « tu seras heureuse de te réveiller. C'est tout l'intérêt de la chose. Sur C, tu atteins d'un seul coup la conscience éveillée, comme moi. » Aimablement, parce qu'il se sentait bien disposé à l'égard du monde, il avait choisi D pour lui-même. Il se mit à tapoter l'épaule pâle de sa femme. « Ôte tes sales pattes de flic de là !» cracha Iran. « Je ne suis pas un flic. » Il se sentait irrité, à présent, alors qu'il n'avait pas programmé pareil sentiment. « Non, tu es encore pire !» lui dit son épouse, les yeux toujours fermés. « Un meurtrier payé par les flics !» Je n'ai jamais tué un seul être humain de toute ma vie. Son irritabilité s'était muée en franche hostilité. Juste de pauvres andros. Je ne crois pas avoir remarqué chez toi la moindre hésitation à dépenser l'argent des primes que je rapporte à la maison pour satisfaire le moindre de tes caprices. Il se leva, marcha jusqu'à la console de son orgue d'humeur. Au lieu de faire des économies pour acheter un vrai mouton, histoire de remplacer l'ersatz électrique que nous avons sur le toit, rien qu'un animal électrique avec tout ce que j'ai gagné au fil des années. Il hésita entre un suppresseur thalamique, qui mettrait fin à sa fureur, et un stimulant, qui l'énerverait suffisamment pour remporter la partie. « Si tu reprends une dose de fiel, » fit Iran, qui le fixait désormais, « je te préviens que j'en ferai autant. Je vais le mettre au maximum, et toutes les disputes que nous avons eues jusqu'à présent n'auront l'air de rien en comparaison de celles que je vais te servir. Vas-y, essaie un peu pour voir. » Elle se leva d'un bond, se précipita à la console de son orgue d'humeur, et resta plantée là, son regard noir fixé sur Rick. Il poussa un soupir vaincu par ses menaces. « Je vais juste l'adapter à mon programme du jour. » Un coup d'œil à celui du 3 janvier 1992 lui apprit qu'il avait besoin d'une attitude professionnelle. « Si je procède ainsi, » fit-il avec méfiance, « tu acceptes d'en faire autant ?» Il attendit, suffisamment futé pour ne pas s'engager avant d'avoir l'accord de sa femme. « Le mien prévoit 6 heures de dépression auto-accusatrice, » dit Iran. « Quoi ? Pourquoi as-tu programmé une chose pareille ? » Ça allait à l'encontre de l'objet même de l'orgue d'humeur. « Je ne savais même pas qu'on pouvait s'en servir pour ça, » fit-il d'un air sombre. « J'étais assise ici, un après-midi, à regarder l'ami Buster et ses amis, bien sûr, et ils parlaient d'une grande nouvelle qu'il allait bientôt annoncer. Quand ils ont annoncé cette horrible publicité, celle que je déteste, tu sais, pour la coque en plomb, Mounty Bank. Du coup, j'ai coupé le son, un instant, et j'ai entendu l'immeuble. Cet immeuble. J'ai entendu les... » Elle fit un geste. « Les appartements vides. » murmura Rick. Lui aussi les entendait parfois, en pleine nuit, alors qu'il était censé dormir. Et pourtant, pour l'époque, un immeuble en Connapt à moitié plein relevait déjà de l'exploit en matière de densité de population. Dans ce qui avait été avant-guerre la banlieue, on trouvait des immeubles entièrement vides, à ce qu'il avait entendu dire. Il s'était bien gardé d'aller vérifier par lui-même, préférant se contenter d'une information de seconde main. À ce moment-là, poursuivit Iran, j'étais dans une humeur 382. Je venais de la programmer. Je les savais intellectuellement vides, mais ce n'est pas ce que je ressentais. Ma première réaction a été de remercier Mercer pour l'argent qui nous a permis de nous acheter un Penfield. Et puis j'ai compris combien c'était malsain de ressentir l'absence de vie. Pas seulement dans cet immeuble, partout. Et de rester sans réaction. Tu comprends ? Je suppose que non. Mais jadis on considérait ça comme un signe de maladie mentale. On appelait ça une absence d'affect approprié. J'ai donc laissé la télé allumée, sans le son. Je me suis mise devant mon orgue d'humeur et j'ai fait quelques expériences. Et j'ai fini par trouver un réglage pour le désespoir.
Son sombre visage ferme était empreint de satisfaction, comme si elle avait accompli quelque chose d'important. Je me le programme 2 fois par mois depuis. Ça me semble une durée raisonnable pour se sentir désespéré à propos de tout. À propos du fait d'être resté sur Terre après que tous les gens intenses ou un peu intelligents ont émigré, tu ne crois pas ? Mais avec une humeur pareille, dit Rick, tu risques de rester dedans, de ne pas programmer de sortie. Un tel désespoir, qui embrasse la réalité, se perpétue de lui-même. Je programme un redémarrage automatique 3 heures plus tard, lui expliqua doucereusement son épouse. Un 481. Conscience des multiples possibilités qui s'ouvrent à moi dans le futur. Confiance renouvelée en « Je connais le 481 », m'interrompit Rick. Il l'avait composé suffisamment souvent pour ça. Il en était presque dépendant. « Écoute, dit-il, s'asseyant sur le lit en lui prenant la main pour la forcer à s'approcher. Même avec un arrêt automatique, ça reste dangereux de subir une dépression, quelle qu'elle soit. Oublie ton agenda, et j'en ferai de même avec le mien. On se composera un 104 pour tous les deux et on fera l'expérience ensemble. Tu y resteras ensuite quand je reprogrammerai le mien sur mon attitude professionnelle habituelle. Ça me donnera envie d'aller faire un tour sur le toit pour voir si le mouton va bien. Puis d'aller au travail en étant sûr que tu ne resteras pas ici à ruminer devant la télé éteinte. » Il relâcha ses longs doigts fins, puis traversa le vaste appartement en direction du séjour, qui empestait une vague odeur de tabac froid. Là, il se pencha pour allumer la télé. La voix d'Iran lui parvint depuis la chambre. « Je ne supporte pas la télé avant le petit déjeuner !»« Compose un 888 !» dit Rick pendant que le récepteur chauffait. « Envie de regarder la télé, peu importe ce qu'elle diffuse. Je ne suis pas d'humeur à programmer quoi que ce soit pour le moment, » fit Iran. « Alors le 3. Je ne vais sûrement pas composer une stimulation corticale qui va me donner envie de composer quelque chose. Si je ne veux rien programmer, c'est la dernière chose qui me viendrait à l'idée de programmer, parce que ça me donnerait envie de composer quelque chose. Et pour l'instant, je n'arrive pas à imaginer quoi que ce soit qui me serait plus étranger. Je veux juste rester assise, là, sur mon lit, à regarder le plancher. » Sa voix s'était faite coupante, lourde de sous-entendus. Un glacial linceul de tristesse tomba sur ses épaules, comme une chape de plomb, plongeant son âme dans une inertie presque absolue. Il monta le son de la télévision. La voix de l'ami Buster éclata aussitôt dans la pièce. « Ha ha, mes amis, il est l'heure de vous donner le bulletin météo pour aujourd'hui. Le satellite Mangouste nous signale qu'il va y avoir de fortes retombées autour de midi, qui iront ensuite en diminuant. Par conséquent, tous ceux qui doivent s'aventurer dehors